Quand on parle de handicap, on pense avant tout aux enjeux liés à la reconnaissance, à l'égalité, à la lutte contre la discrimination ou encore aux questions liées à l'accès à l'emploi. Mais le handicap est aussi un objet de recherche. Et pour en parler, nous accueillons Audrey Noël, qui est maître de conférences en sciences du langage à l'Université de La Réunion. Nous avons lancé, il y a quelques mois, la collection des causeries des handicaps et sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement d'une nouvelle série, Handicap et recherche. Le premier épisode sera consacré au handicap comme objet de recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Audrey Noël, maître de conférence appartenant au laboratoire LCF à l'Université de La Réunion. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de m'avoir invitée dans le cadre de ces causeries. Alors Audrey, eh bien, commençons tout de suite. Je vais tout d'abord vous poser une première question. Le handicap est l'une de ces thématiques, étant l'une de vos thématiques de recherche, pourriez-vous nous en dire un peu plus et nous parler de vos recherches actuelles ? Oui, bien sûr. Alors, donc comme vous l'avez dit, je suis maître de conférences en sciences du langage. Je suis plus spécifiquement sociolinguiste et créoliste. Donc, en tant que sociolinguiste, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques linguistiques dans la société. Donc, voilà, d'observer comment les gens s'expriment au quotidien, de questionner aussi la relation entre les langues, les sociétés, et pourquoi pas aussi essayer de comprendre les représentations, les valeurs qui transitent à travers les langues au sein de la société. En tant que créoliste, ce qui m'intéresse aussi par rapport au handicap, c'est de savoir comment ça se passe justement dans nos sociétés créoles, comment on parle du handicap, de quelle façon, et quelle est l'utilisation par exemple du créole pour en parler, est-ce qu'il y a des termes spécifiques, et puis des représentations aussi qui seraient spécifiques aux sociétés créoles. Donc c'est partant de ces deux questionnements-là que je me suis intéressée au handicap, en essayant de voir donc comment c'est mis en mots en fait dans la société, quelle est l'opinion des personnes sur les termes, les expressions qui circulent sur le handicap, qu'en pensent les personnes qui sont directement concernées aussi, et est-ce que à La Réunion donc il y a des questions supplémentaires qui peuvent se poser. Très bien. Alors, on comprend en effet que le handicap peut être un objet d'étude assez riche pour vous, les linguistes, mais j'imagine qu'il fait l'objet de recherches spécifiques dans de nombreux autres domaines. Est-ce que vous pourriez nous en donner éventuellement quelques exemples ? Oui, vous avez raison. C'est vrai que dans le domaine de la sociolinguistique, on commence à s'intéresser, on va dire de façon assez récente, à la question du handicap comme objet d'étude, mais c'est un objet de recherche dans d'autres disciplines depuis beaucoup plus longtemps. Donc, évidemment dans le domaine médical, mais ça, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas mon champ propre, donc je ne développerai pas ce plan-là. Mais en tout cas, dans le domaine des sciences humaines et sociales, effectivement, on s'y intéresse beaucoup depuis assez longtemps. On peut par exemple citer les travaux d'Erving Goffman, qui datent des années 70, et notamment son ouvrage qui est très connu, Stigmates, les usages sociaux du handicap, des handicaps d'ailleurs, dans son titre, et justement avec donc un travaux assez fondateur dans le domaine de la sociologie. Et Goffman a développé une pensée et a défini dans cet ouvrage tout ce qui était justement stigmate, qu'est-ce qu'on pouvait entendre par ce terme-là et en quoi ça pouvait intéresser le monde du handicap et permettre justement de penser cet objet-là. En anthropologie également, on a les travaux de Charles Gardou, qui est très connu et qui est assez emblématique dans ce domaine-là, qui a fait beaucoup de recherches et notamment des travaux aussi sur les sociétés la société réunionnaise et les sociétés créoles de façon un peu plus globale. En sciences de l'information et de la communication également, on a des travaux
sur les discours médiatiques, sur la façon dont on représente le handicap, voilà, quelle image on fait circuler sur le handicap au niveau médiatique, au niveau public. On pourrait encore parler de la psychologie, de tous les travaux sur l'acceptation du handicap, sur les étapes psychologiques, sur l'accompagnement qu'on peut faire des personnes en situation de handicap. Donc voilà, vous voyez qu'effectivement c'est assez large, je ne vais pas détailler plus, mais il y a de quoi faire. Bon, ça nous donne déjà une petite idée en tout cas. Alors, j'ai remarqué que vous parlez de handicap au singulier. Or, on sait que le handicap est un terme qui recouvre des situations diverses et des formes différentes de handicap. Alors, pourquoi s'intéresser au handicap de manière large et non aux différents types de handicap? Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'effectivement, Goffman, par exemple, lui, mentionne bien dans son titre des handicaps, donc ce qui nous laisse supposer qu'effectivement, on peut faire une distinction et qu'il serait intéressant de faire des études peut-être spécifiques en fonction des types de handicap. C'est une possibilité dans le cadre de la recherche. Il y a par exemple des travaux qui portent sur des discours sur une forme spécifique de handicap, ou des représentations, ou l'historique, par exemple, voilà, de la reconnaissance de ce handicap dans la société. Et puis, on peut aussi l'envisager de façon un peu plus globale, et ça a été plutôt ma façon de penser la recherche, parce que moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens perçoivent le handicap, enfin l'entité handicap. Si je dis handicap à une personne, à quoi ils pensent spontanément? Alors bon, spontanément, souvent c'est le handicap d'ailleurs moteur. Enfin voilà, on a l'image, la représentation mentale du fauteuil roulant, et c'est ce qui ressort assez vite aussi des premiers éléments de recherche que j'ai. Mais voilà, c'était vraiment mon objectif d'essayer de comprendre comment on se représente ça, quels sont les termes en fait qui nous viennent par rapport à voilà, une entité très vaste, et bien sûr en fonction de la façon dont on est touché soi-même par le handicap, eh bien on va avoir forcément une pensée plus particulière pour certains types de handicap particuliers. Ce qui m'intéressait aussi en abordant vraiment l'entité handicap, c'était d'essayer de voir s'il y avait des thèmes transversaux et des représentations qui sont transversales. Donc, si je prends un exemple, handicap psychique à La Réunion, on se rend compte qu'il y a encore des représentations qui tournent autour de la sorcellerie, du sort ou d'une action qui aurait été mal faite par la personne. Donc c'est une représentation qui est encore beaucoup associée à cette forme-là de handicap, à ce type de handicap. Mais si on pose la question plus générale, de façon plus générale, cette représentation-là ou cette association à la sorcellerie ne ressort pas en fait. Donc voilà, on voit qu'on a comme ça, on peut tirer des fils différents. Et donc c'est intéressant aussi de voir de façon globale quelles sont les tendances. Et en ce qui concerne les thèmes transversaux, si vous voulez, je peux vous développer un petit peu ce point-là. Dans les entretiens que j'ai pu mener jusqu'à présent, il y a deux thèmes qui sont rapidement abordés. Le thème de la visibilité, qui est mentionné assez vite par les personnes qui ont été, que j'ai interrogées. Alors, visibilité, forcément, ça nous renvoie à la différence entre handicap visible et invisible. On sait qu'aujourd'hui, on a globalement 90% des formes de handicap qui sont invisibles. Donc forcément, on se dit, c'est logique que la question d'être visible ou de rester invisible se pose. Effectivement, elle se pose pour les handicaps invisibles, mais pas que. Les personnes qui ont un handicap visible se posent aussi cette question-là et vont avoir des choses à dire sur la thématique de la visibilité, puisque justement, eux, au contraire, sont immédiatement visibles. Donc, il y a voilà, des stratégies, des réflexions sur comment peut-être faire en sorte de ne plus être vu comme une personne en situation de handicap, comment surjouer peut-être sa personnalité pour que l'interlocuteur dépasse cette première impression-là. Enfin, il y a vraiment des discours qui sont extrêmement intéressants sur cette stratégie, cette façon d'apparaître au monde et de parfois aussi jouer un peu,
en tout cas affirmer cette part-là de son identité, voilà, de dire bah oui, je le suis, et alors, enfin voilà, ça se voit effectivement, et je le cache pas. Enfin, il y a vraiment voilà, des questions passionnantes autour de ça. Le deuxième thème transversal aussi, c'est celui de la nominalisation. Alors ça tombe bien puisque c'est ce que j'étudie, mais effectivement c'est un thème qui peut être abordé aussi très rapidement, spontanément par les personnes. Les expressions, les termes qu'ils ont pu entendre, qui les ont heurtés, la façon dont ils préféraient qu'on parle d'eux, ou la façon dont ils refusent qu'on parle d'eux, même si c'est une terminologie qui est admise. Ça effectivement, ils vont très facilement questionner ça et discuter ces points-là, en mettant l'accent sur le fait que finalement c'est pas le mot en lui-même parfois le problème, on va dire, mais la façon dont il est dit. On peut utiliser une expression très consensuelle, qui semble très appropriée, mais la dire de façon ironique ou irrespectueuse, et ça c'est perçu et c'est aussi pointé par les personnes que j'ai pu rencontrer. Très bien. Alors, dans le cadre de vos recherches, vous vous êtes donc intéressé à la question de la terminologie, c'est ce dont vous venez plus ou moins de nous parler, et notamment dans le deuxième thème transversal que vous soulevez, la question de la nominalisation du handicap. Alors, qu'en ressort-il à ce jour de cette question, de ce thème en tout cas transversal que vous venez d'évoquer ? Alors, beaucoup de points très intéressants. Oui. Peut-être, avant de vous parler des résultats à proprement parler, juste rappeler l'historique de la terminologie. On va dire au 19e, 20e siècle, enfin plutôt 19e siècle, les termes qu'on employait aujourd'hui nous semblent totalement inappropriés. On pouvait par exemple parler de débilité, d'infirmité, d'invalidité. Ce qu'on voit encore dans, par exemple, la place des invalides, hein, on le voit bien que c'est une terminologie qui a circulé. Et à l'époque, c'était des termes qui n'étaient pas forcément connotés. En tout cas, par exemple, dans des travaux médicaux, hein, on pouvait parler des débiles profonds et ça ne choquait personne. On a évolué, effectivement, ces termes-là apparaissent aujourd'hui absolument inappropriés. Et puis est apparu le terme handicap, mais qui, au départ, ne servait pas particulièrement à caractériser les individus, mais vient du domaine de la course hippique, où justement on parlait de handicap pour les chevaux, pour égaliser les chances en fait, au départ de la course. Donc on allait handicaper les chevaux en bonne forme, ceux qui avaient les meilleures caractéristiques physiques, pour que tous aient les mêmes chances. Alors c'est assez intéressant cette première utilisation parce que ça montre que le terme handicap finalement de base désigne le fait qu'on va rajouter une contrainte à certaines personnes. Enfin, le handicap n'est pas directement lié à une personne, mais c'est la situation qui va le favoriser et donc on peut effectivement le moduler grâce à l'environnement. Ensuite, le terme est utilisé pour parler des personnes. Et dans les années 2000 à peu près, on commence à entendre une expression qui aujourd'hui est celle la plus communément utilisée, hein, être en situation de handicap. Aujourd'hui, on a une nouvelle terminologie, et donc c'est pour ça que j'avais posé la question de la terminologie. On a donc tout un champ sémantique autour de la neurodiversité, avec donc cette idée que on a tous un fonctionnement intellectuel, cognitif différent, donc on est tous, on va arriver au même but, mais en passant par des chemins de raisonnement très différents. Et de la même façon qu'on parle de biodiversité avec cette idée que c'est très riche, en fait la neurodiversité met l'accent sur le fait que c'est une richesse et qu'au contraire c'est pas forcément quelque chose à combattre ou dont on devrait avoir peur. Au contraire, on est tous différents et c'est tant mieux. Donc c'est un peu une façon d'être très positif par rapport à la différence. Et donc dans ce cadre-là, on a toute une nouvelle terminologie neurotypique, neuroatypique. On parle de différence de façon générale, donc en mettant vraiment l'accent sur cette diversité. Donc j'en viens au résultat, donc ça va répondre plus précisément à votre question.
Dans la partie enquête semi-directive que j'ai réalisée, donc avec un questionnaire qui a circulé au courant de l'année dernière, donc courant 2022, j'ai posé une question qui était donc celle qu'on peut voir ici. Quel terme vous semble approprié pour parler du handicap? Donc à ce questionnaire, j'ai obtenu à peu près 160 réponses. Donc là, on a un panel des réponses. Et ce qu'on peut voir, donc, ce qui fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement, la terminologie en situation de handicap, ça apparaît aujourd'hui encore la plus appropriée. On a 85,5% des personnes qui estiment que c'est très approprié comme expression. En deuxième position, on trouve la terminologie, enfin l'expression porteur ou porteuse de handicap. Donc là aussi, 64% des personnes qui estiment que c'est très approprié. Ce qui va dans le même sens, finalement. On dissocie toujours la personne et son handicap. Donc là, on voit que c'est assez cohérent avec les premières réponses. Et puis justement, cette nouvelle terminologie, elle ne fait pas encore l'unanimité. Par exemple, donc, autrement capable, qui relève de ce courant de pensée de neurodiversité, 42,7% des personnes l'estiment très approprié. Bon, c'est un score tout à fait honorable, mais voilà, c'est pas encore une expression qui fait l'unanimité en tout cas. Et le terme différent, qui est aussi beaucoup repris dans ce champ sémantique de la neurodiversité, là par contre est encore peu accepté, 24% des personnes qui estiment que c'est approprié. Alors, pour poursuivre sur cette question de terminologie et d'une certaine manière pour contextualiser un peu plus les choses, eh bien, puisque votre recherche porte sur le contexte réunionnais, comment nomme-t-on le handicap dans la langue créole? Ce serait tout à fait intéressant que nous le sachions. Et que constate-t-on dans les discours créoles au sujet du handicap? Oui, alors donc c'est effectivement une question que je me suis rapidement posée. Alors en tant que locutrice native moi du créole, je me suis effectivement dit que je n'avais pas de terme particulier pour en parler, qu'en fait je faisais un emprunt généralement quand je parlais de handicap. Donc je suis allée rechercher s'il existait une terminologie, peut-être que moi je ne connaissais pas, mais pour en parler. Je suis allée regarder dans les premiers travaux sur le lexique créole, donc les travaux de Robert Chaudenson, donc l'un des pères fondateurs de la créolistique. Dans sa thèse qu'il a publiée donc, dans les années 70, le lexique du parler créole de La Réunion. Et en fait, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de catégorie relative au handicap. Ce qui est assez étonnant, puisque dans sa thèse, il y a une partie sur les personnes, donc comment on parle des personnes selon leurs caractéristiques ethniques, physiques, selon leurs qualités, leurs défauts, comment on parle des personnes selon leur âge, selon leur état de santé. Et même dans cette catégorie-là, pas de terme sur le handicap. Donc il a fallu chercher un petit peu plus loin, enfin en tout cas plus récemment plutôt, et je me suis donc penchée sur deux dictionnaires, donc celui de Daniel Honoré et celui de Céline Huet, qui sont plus récents, 2013 et 2017. Et dans ces ouvrages-là, effectivement, on va retrouver des termes pour parler du handicap. Par contre, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces termes sont utilisés à La Réunion ? Et effectivement, si par exemple on regarde la terminologie que nous propose Daniel Honoré, moi ce ne sont pas des termes en tout cas que j'ai recensés dans les usages courants à La Réunion. Alors, sachant que le dictionnaire de Daniel Honoré propose beaucoup de néologismes créoles. Donc ce sont des propositions, mais qui ne sont pas le reflet des usages actuels. Voilà. Donc là, c'est vraiment une question qui est en suspens. Alors, la terminologie qui est proposée par Céline Huet, donc Kassinki, parle pas, invalide, kailouche, ces termes-là, quand on les propose à des locuteurs réunionnais, ils les connaissent généralement. Ils ne les utilisent pas forcément régulièrement, mais en tout cas, c'est des termes qui
qui sont plus connus. Voilà. Il y aurait un volet là à poursuivre, en tout cas, sur les usages, pour recenser peut-être aussi si des termes sont utilisés par les locuteurs réunionnais et n'ont pas été recensés dans les dictionnaires. En tout cas, on pourrait quand même parler de vide lexical, clairement, dans ce domaine-là, ce qui nous questionne sur les représentations. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mots ou si peu de mots pour parler du handicap à La Réunion? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question intéressante. Eh bien, vous avez précisé précédemment que vous avez étudié le discours au moment de l'annonce du handicap. Alors, quels éléments ressortent de vos recherches sur ce point? Oui, c'est lors de mes entretiens avec les personnes que je rencontre, c'est effectivement un des moments que j'aborde. Comment le handicap a été annoncé, qu'est-ce qu'elles peuvent me dire de cette situation? Est-ce que les termes employés ont été compris ou pas, ont été reformulés? Enfin voilà, globalement le type de questions autour de ça. Et c'est un moment qui pour moi apparaît important puisque c'est vraiment le moment qui va donner un caractère concret au handicap. En termes linguistiques, on parle d'acte performatif à ce moment-là, puisque on va mettre en mots le handicap, et c'est cette mise en mots qui performe en fait le fait de l'être. Alors, si j'ose la métaphore, mais je vais oser, pour comprendre réellement ce qu'est un acte performatif, on peut penser au mariage. Oui. Au moment du mariage, c'est un processus, le mariage, surtout aujourd'hui où il faut réserver des salles, etc. Donc ça s'étale sur le temps, et globalement, quand on enclenche le processus, on sait globalement qu'il va bien y avoir un mariage au bout. Donc c'est un peu la même chose finalement avec le parcours diagnostique, hein, je le commence, la personne peut dire bon, bah, je suppose, je me suis renseignée, je suis allée lire sur Internet, je pense que c'est ça. Donc il y a déjà une élaboration. Et puis il y aura un parcours, puisqu'on va faire des examens et voilà, on va vérifier qu'il s'agit bien de ça, ou en tout cas on va suivre le déroulé pour ensuite en arriver à poser un diagnostic ou formuler le handicap. Et au moment du mariage, finalement, le mariage, il n'est réel, malgré tout ce processus, qu'au moment de la cérémonie, quand on dit « je vous déclare mariée femme ». Bien sûr. D'ailleurs, si on consentement. Voilà, l'échange de consentement. D'ailleurs, si on change un peu la formule, ça pourrait mal se passer. Hein, je ne suis pas sûre que ça soit bien vécu par les mariés. Et finalement, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les doutes possibles, on peut avoir déjà mentionné qu'on pense que, mais on attend le moment où c'est mis en mots, où c'est vraiment posé par une personne qui est légitime pour le faire, pour se dire, bon, bah ça y est, c'est vraiment ça. Et donc, ce qui est un peu différent justement dans le cadre de l'annonce, c'est que parfois le soignant se dit bon bah la personne elle le sait déjà, enfin ça fait 1 an qu'on cherche, voilà, enfin clairement on en a parlé plusieurs fois, elle le sait, donc en fait je vais le dire mais tout le monde le sait, et donc ça peut donner des mises en mots qui sont un peu maladroites parce qu'on se dit bon bah enfin il n'y a pas de surprise finalement à ce moment-là, et puis c'est la fin du parcours, donc voilà c'est la fin, c'est ok, ben on a trouvé, c'est ça, et ça peut être très mal vécu. Donc voilà, c'est effectivement un des éléments qui ressort de l'enquête. C'est assez frappant de voir à quel point les personnes se rappellent des termes qui ont été utilisés. Certaines personnes peuvent dire bah, je me rappelle très bien, on m'a dit ça. Voilà, je me suis assise sur la chaise, et parfois ça remonte à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et bon, c'est vraiment un souvenir qui est ancré, et les mots restent vraiment ancrés. Et la façon dont ils ont été dits, même s'ils étaient neutres, effectivement, l'intention qui était derrière, ou voilà, les sentiments qui sont traités sont très présents. Ce qui ressort aussi, c'est le jargon médical. Donc, en termes linguistiques, on parle de technolecte, hein, on en a forcément, on a un vocabulaire spécifique à sa discipline, mais ce technolecte, le risque qu'on a quand on est spécialiste, c'est qu'on oublie que certains mots sont assez compliqués. En fait, on les utilise tellement régulièrement pour nous, ils sont assez simples à comprendre. Par exemple, typique, atypique.
en jargon médical, en termes médicaux, ça signifie quelque chose. Et c'est vrai que c'est des termes qu'on entend aussi dans la société de façon générale, donc on se dit tout le monde les connaît. Mais finalement, parler d'un diagnostic avec une forme typique ou une forme atypique, pour la personne, c'est pas si clair, et elle n'osera pas forcément demander des explications. Plus c'est compliqué et moins c'est facile de demander des explications, parce qu'en fait, il faudrait revenir sur tout ce qui a été dit, et ça, les personnes souvent n'osent pas le faire. Très bien. Eh bien, vous nous avez en tout cas vraiment éclairé, Audrey, et je vous en remercie. Et nous vous proposons de nous retrouver pour de nouvelles causeries, probablement avec Audrey, pour creuser un petit peu plus toutes ces questions sur le handicap qui, effectivement, méritent de nourrir nos recherches sur le handicap. Je vous remercie.